Oui, 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 tu es revenu, mais c'est vrai qu'on t'a coupé un tout petit peu. Ouais, excusez-moi, Mais bon, c'est tu as moi. ouvert la discussion, c'est ça Oui, qui compte. je viens d'ouvrir la discussion, je peux le répéter s'il le faut. Donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. C'est une occasion vraiment à en profiter. Anya Majarczyk, que je vois, s'il te plaît. Anya? Oui, bonjour à toutes, à tous. On m'entend bien? oui, très bien. Oui, alors j'aimerais tout d'abord remercier Thomas pour cette conférence vraiment extraordinaire qui a présenté autant de trames dans l'œuvre proustienne. La première question qui me vient à l'esprit, c'est, comme tu as dit, le premier volume le moins intéressant, est-ce que c'est la Sodome et Gomorrhe qui est la plus intéressante, le volume le plus intéressant? Euh, je ne sais pas. En fait, actuellement, c'est vrai que je pense que c'est Sodome et Gomorrhe qui est le volume le plus intéressant, mais il y a là certainement justement cette monomanie dont je vous ai parlé au début, parce que j'ai travaillé sur ce volume pendant 2 ans et ça me paraît bien sûr le plus intéressant. Mais c'est vrai que il y a une évolution parce que ta question en fait concerne un sujet plus sérieux, c'est-à-dire l'évolution de la recherche de temps perdu. C'est-à-dire, il y a sans doute un changement de tonalité très fort, je dirais, entre le premier et le deuxième volume, le troisième, et puis surtout le quatrième, le cinquième, n'est-ce pas? Donc, ce tournant dont j'ai parlé, 1913-1914, ça change énormément et Proust est beaucoup plus cruel, oui, dans cette partie, dans ces Sodomes 1, 2, 3, 4. N'est-ce pas? Il est beaucoup plus amer. Et là, justement, c'est pourquoi j'ai tenu tellement à vous parler du rôle que jouent les étymologies de Brichot, parce que là, on assiste à vraiment une désillusion, une déception concernant, ça c'est intéressant, parce que en fait, j'y vois un réflexe en quelque sorte autothématique, parce que on voit une désillusion de Proust lui-même par rapport à ses propres principes. Je dis, oui, je plaisante, je plaisante pas en disant que le premier volume est le moins intéressant, mais c'est vrai que oui, ces parties poétiques, oui, dans le premier volume, du côté de chez Swann, vu de la perspective de Sodome et Gomorrhe, paraissent un peu naïves. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas du tout, ou presque, il n'y a guère des parties, des passages de ce type dans Sodome et Gomorrhe, dans La prisonnière, dans Albertine disparue. Proust, il cherche déjà autre chose. Et là, il me paraît, je ne sais pas si plus intéressant, certainement plus moderne ou contemporain au XXe siècle, si vous voulez, que le XIXe siècle. On dit que le roman proustien, c'est le sommet de la littérature du XIXe. C'est vrai pour les 2 premiers volumes, que j'adore, bien sûr, mais ce n'est plus vrai pour la suite. Et donc, encore un mot, c'est-à-dire qu'il y a chez les historiens de littérature cette phrase qui circule, selon laquelle la mort de Proust termine le XIXe siècle et la mort de Kafka ouvre le XXe siècle. Je dirais qu'on pourrait la changer en disant que c'est justement la mort de Alfred Agostinelli qui termine le XIXe siècle et qui ouvre le XXe siècle. C'est au sein de l'œuvre proustienne que se fait cette transition du XIXe vers le XXe. C'est justement aussi cette transition du premier projet du roman vers le deuxième projet du roman, celui d'après 1914. Merci. Anya, une autre question? Ah oui, toujours. J'enchaîne toujours parce que moi, j'ai vraiment apprécié cette conférence qui m'a
permis d'apercevoir tout un tas de choses chez Proust. Et j'ai toujours dans la tête la question comment intéresser les étudiants, n'est-ce pas, à lire au moins des fragments, mais lire et vraiment apprécier, n'est-ce pas, la grandeur de Proust. Et justement, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient à la tête. Comme tu dis que le volume que tu as traduit est vraiment un volume moderne, n'est-ce pas, qui montre ce qui se fait, qui soulève les problématiques qui sont importantes, n'est-ce pas, que nous vivons même actuellement, n'est-ce pas? Je pense surtout à cette problématique de l'identité sexuelle, n'est-ce pas, qui est très une problématique qui occupe, n'est-ce pas, tout un groupe, n'est-ce pas, de toute la société actuellement. Est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer à faire une conférence destinée aux étudiants pour leur montrer, mais vraiment de manière assez succincte, n'est-ce pas, les problématiques qui sont développées dans d'autres volumes, et notamment dans Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas, pour leur montrer que Proust vraiment s'intéresse à ces problématiques qui sont les nôtres actuellement. Je ne sais pas, c'est une question que je jette comme ça. Oui, c'est certainement une idée. En fait, cette année, j'ai essayé un peu parce que justement, je travaillais avec les étudiants ce volume-là, Sodome et Gomorrhe, pendant 3 séances, je crois. Je ne suis pas sûr si ça a marché vraiment. Je suis pas sûr. Mais peut-être mon projet était trop ambitieux. Mais oui, je crois que ton idée est juste, mais peut-être il faudrait, je ne sais plus, travailler un peu par fragments, leur souffler quelques idées. Mais c'est vrai que je crois que ce volume-là s'y prête mieux que le premier ou le dernier volume. Ouais. Il y a moins de longueur, il y a à la fois plus d'humour, plus de cruauté. Et certainement, il suffit de lire peut-être juste quelques premières pages où cette scène entre le baron et Jupien est très comique et intéressante. Mais en même temps, vous voyez, vraiment, parce que Proust, dans sa vision de l'homosexualité, comme j'ai essayé de le dire aussi un peu entre les lignes, il s'autofustige en quelque sorte, parce que c'est une image vraiment ridicule, grotesque et cruelle qu'il nous donne du milieu homosexuel et des représentants de ce milieu. Donc, lu comme ça, il peut être lu comme un texte homophobe même, si vous voulez. Si on le lit un peu sans commentaire, oui, on peut être choqué et au pire même accusé de l'homophobie. Mais c'est ça, oui. Ça, c'est un sujet à part, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Proust a fait un tel portrait, n'est-ce pas? Oui, peut-être Bernadetta, s'il te plaît. Oui, donc si je peux, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Pourquoi, justement, d'après vous, Marcel Proust nous dépeint cet univers homosexuel avec cette palette tellement sombre et tellement finalement cruelle, comme vous venez de le dire. Quelle est, d'après vous, finalement, son intention et dans quelle mesure, finalement, il reflète, dans son roman, il reflète les représentations sociales de l'époque par rapport à cette problématique et dans quelle mesure il discute, finalement, ces représentations. Est-ce que vous pouvez peut-être tenter une interprétation de cette... Oui, il y a bien sûr déjà plusieurs tentatives de répondre à cette question, à ce problème. Et les réponses varient en fonction disons, du niveau et de la méthode qu'on choisit pour y répondre, justement. Parce que là, sur le plan social,
pendant toute sa vie, bien sûr, Proust se défendait d'être homosexuel. Il ne l'a jamais avoué publiquement. Et donc, là, bien sûr, on peut dire que en écrivant de tels passages sur l'inversion, sur l'homosexualité, il a voulu, n'est-ce pas, confirmer ce statut d'hétérosexuel. On peut dire qu'il était inimaginable qu'il fasse autrement. On se souvient du scandale qu'était le Corydon d'André Gide. Gide qui d'ailleurs a beaucoup reproché pendant leur discussion, on peut le lire dans le journal de Gide, n'est-ce pas, Christophe, les reproches de Gide envers Proust et ce portrait justement grotesque et cruel des homosexuels. Mais on peut y répondre aussi sur un plan justement plutôt psychologique ou psychanalytique. Comme je dis, c'est une espèce, à mon avis, d'autofustigation, d'autoflagellation que Proust accomplit sur les pages de Sodome et Gomorrhe. Là, c'est bien sûr, il faudrait parler en termes un peu psychanalytiques, du refus, de rejet, de ce jeu intérieur entre les plusieurs moi qui circulent dans l'esprit de Proust. Donc, c'est une espèce de refoulement, n'est-ce pas, ou bien justement d'une autoflagellation pour ce qu'il considérait quand même, lui, comme une espèce de péché, péché social plutôt que religieux, mais il n'en reste pas moins que c'est un péché, c'est un vice, il utilise le mot vice aussi. Et la troisième réponse m'a échappé, mais je l'avais à l'instant. En fait, oui, mais il y a certainement d'autres plans sur lesquels Oui, la troisième, c'était que je me demande parfois si Proust, comme il parodie un peu le discours académique dans les tirades onomastiques de Brichot, et en même temps, il le prend au sérieux dans la mesure où il met en question les propos nationalistes, n'est-ce pas, toute cette étymologie onomastique de Brichot. De même, peut-être, dans ce discours sur l'homosexualité qui reproduit les schémas, les stéréotypes de l'époque, s'il ne fait pas quand même, je me le demande parfois, s'il ne fait pas une espèce de parodie du discours de l'époque. Parce que là, il est intéressant que, là, vous voyez, dans Sodome et Gomorrhe surtout, il juxtapose, disons, la question homosexuelle et la question juive. Et les deux milieux sont critiqués presque de la même façon, avec la même cruauté. Et Proust, vraiment, il reproduit les stéréotypes de l'époque. À propos des Juifs, c'est encore plus visible. Prenons le personnage tel que, par exemple, Monsieur Nissim Bernard, qui est bien sûr riche, n'est-ce pas, qui est solidaire avec d'autres Juifs, qui rachètent les péchés de Mademoiselle Bloch en payant tout simplement le personnel de l'hôtel, et qui en plus, ça c'est incroyable, en fait, qui circule dans les caves comme un rat. Hein, c'est exactement l'image antisémite des affiches antisémites de l'époque. Et donc, on sait que Proust a été beaucoup influencé par le milieu maternel, sa mère qui était juive, Jeanne Weil, mais en fait, elle était juive. Il y a la différence entre juif et israélite aussi dans l'usage de ce terme. Les Israélites, donc, c'était les juifs assimilés à l'époque. Le milieu de la mère de Proust, c'était les Juifs assimilés qui se moquaient ouvertement, qui étaient, on peut dire, à la limite, antisémites par rapport aux Juifs non assimilés. Et chez Proust, on a tout ça, n'est-ce pas ? Il reprend,
il verse tout ce flot en fait antisémite dans son roman pour le renverser, bien évidemment, mais pas toujours. On a des portraits de juifs qui sont ridicules, qui sont grotesques, vraiment, qui ne sont pas du tout expliqués, rachetés par la suite du roman. Donc, oui, ça c'est intéressant, justement, le statut de plusieurs propos de Proust. Oui. Est-ce qu'il le dit comme en tant que Proust, en tant que narrateur qui est un peu naïf, mais est-ce que son narrateur peut être homophobe et antisémite? Peut-être il l'est, oui. Je ne sais pas. Oui. C'est le statut en général de ce que Proust a fait et de ce qu'il a voulu faire. Une des thèses d'Antoine Compagnon dans son ouvrage merveilleux Proust entre deux siècles, c'est que Proust n'a pas vraiment su ce qu'il écrivait. C'est-à-dire qu'il avait l'intention, c'est ce que dit en Compagnon, je suis partiellement d'accord avec lui, qu'il a voulu écrire un roman, un beau roman mondain. Mais ça lui a échappé, il n'a pas réussi. En fait, la thèse de Compagnon, que le roman de Proust est un grand roman parce que c'est un roman raté et inachevé, et donc ouvert. Donc une œuvre qui a partiellement échappé à son auteur. Et je ne sais pas, Compagnon, peut-être il a raison. Donc, voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Je ne sais pas comment lever la patte, mais j'aimerais poser une question parce que ça ne nous échappe pas. À savoir, on a annoncé au début que tu es le traducteur de Sodome et Gomorrhe. En tant que traducteur, je sais que ma question serait vraiment bête, mais je la pose quand même. Quels sont les problèmes traductologiques de traduction, disons, les plus graves? Je sais que les problèmes qu'on n'arriverait jamais à expliquer, ce sont de tout petits problèmes, disons, de comment tourner une phrase, etc. Mais, disons, pour le public, quels sont les problèmes stratégiques que tu as rencontrés, peut-être, et qui t'ont posé problème, voilà. Un problème. Merci, Christophe, parce que, excuse-moi, je voulais poser la même question et je voulais juste ajouter qu'on a parfois du mal à se retrouver dans les phrases très longues de Proust. Alors, comme tu as dit que la plus longue comptait 931 mots, comment justement traduire une telle phrase pour compléter la question de Christophe? Merci à vous deux pour cette question. Oui, en fait, tout d'abord, n'est-ce pas, ma traduction de Sodome et Gomorrhe, c'est une, comme on dit, retraduction. Donc, parce que, bien sûr, Boy a déjà traduit Sodome et Gomorrhe. Donc, les problèmes de celui qui retraduit sont différents que celui qui traduit une œuvre pour la première fois, parce qu'on doit, pour utiliser cette métaphore, lutter non seulement, ou bien collaborer, non seulement collaborer avec le texte original, mais aussi, en quelque sorte, lutter contre la première traduction, n'est-ce pas? Et bien sûr, la traduction de Boy a été parfois critiquée. Je pense à sa traduction de Proust. Il y a cette opinion qui circule que le langage un peu intellectuel de Proust, le style proustien n'a pas vraiment inspiré Boy, que en fait les deux langues ne se correspondent pas trop. Je suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, je suis entré dans une polémique avec la traductrice du premier volume, Krystyna Rodowska, qui a sévèrement critiqué la traduction de Boy. Elle n'avait pas du tout raison. Elle avait tort, en fait, de le faire. En plus, elle se trompait là où Boy avait raison. Bon, bref. Non, je crois que la traduction de Boy est excellente.
en fait, peut-être, sauf quelques passages qui ne semblent pas sortir de la main de Boy. On sait qu'il a collaboré avec aussi des gens qui... Il y a des passages qui ne sont pas de lui, peut-être. Donc, ils sont plus faibles. Mais en général, c'est une excellente traduction. En plus, on sait que Boy était au courant de tout ce vocabulaire de l'époque. Là, il est indépassable. Il est indépassable. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il était bien conscient que certaines choses ne sortent pas bien, ne vont pas bien dans la traduction, et c'est surtout les blagues, les plaisanteries et les jeux de mots. Donc, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement supprimé ces passages, n'est-ce pas, chez Proust. Et alors que le traducteur d'aujourd'hui ne peut plus le faire, bien évidemment, donc j'étais obligé de traduire justement ces parties qui sont les plus difficiles à faire, bien sûr, et dont les résultats sont très rarement bons, n'est-ce pas? Donc, mais j'ai essayé quand même de le faire de telle ou telle façon, tant bien que mal, n'est-ce pas? Donc, mais je dirais que oui, la difficulté de traduire Sodome et Gomorrhe est un peu particulière, c'est-à-dire en détail, ce n'est pas, je dirais, le texte le plus difficile que j'ai traduit, en fait. Parce que on a l'impression que Proust, quand même, mène le traducteur. Quand même, cette précision de ces phrases, oui. La longueur, ce n'est pas vraiment un problème, en fait, parce que ces phrases sont si bien, si précisément construites que... parce que, bien sûr, j'ai traduit Sodome et Gomorrhe, bien sûr, je l'ai lu comme ça, et puis j'ai vérifié ce que j'ai fait, j'ai comparé avec la traduction de Boy, j'ai comparé avec la traduction anglaise, j'ai comparé avec la traduction espagnole, puis parfois je corrigeais des choses, bien évidemment, après cela, mais parfois j'ai l'impression que toutes ces phrases, la phrase espagnole, anglaise, française, la phrase de Boy et la mienne, étaient presque identiques. C'est que justement, Proust nous tient par la main, justement, le traducteur, par la construction de ces phrases. Et donc, mais quand même après avoir traduit certains passages, certains paragraphes, des pages entières, apparemment tout va bien, mais on a l'impression que ça ne va pas quand même. Je ne sais pas comment ça c'est irrationnel en fait, n'est-ce pas? Mon maître en traduction, Richard Engelking, a dans sa bibliothèque un petit papillon en plastique. Et je lui demande un jour, mais pourquoi est-ce que vous avez ce papillon ici parmi tous ces livres? Et il dit que en fait, ce papillon, c'est le symbole de la traduction, en fait, parce que on fait cette traduction, on y travaille, on l'élabore, n'est-ce pas? Et mais on ne sait jamais à la fin si ça va voler, si ça va s'envoler ou pas, n'est-ce pas? Et donc, très souvent, quand même, j'ai l'impression que la traduction de Proust ne s'envole pas, même si apparemment tout va bien, n'est-ce pas? Donc, pour les difficultés, donc les blagues, les jeux de mots, c'était peut-être les moments les plus pénibles, tout simplement, n'est-ce pas? Mais pour des problèmes plus généraux, par exemple, un problème fondamental, le mot que Proust utilise à plusieurs reprises dans ce volume, l'inversion, l'inverti, les invertis, n'est-ce pas? Là, il y a toute une histoire derrière, parce que Proust lui-même, dans une esquisse, regrettait énormément qu'il ne pouvait pas utiliser le mot que Balzac a utilisé dans Splendeur et misère de la vie des courtisanes, à savoir le mot tante, la tante, hein, pour qualifier pour parler des homosexuels. Il dit qu'il n'a pas le courage, il n'y a pas de conditions sociales pour utiliser ce mot. Et donc, il a utilisé le mot inverti, inversion,
tout en étant conscient que ce n'est pas le mot qu'il voulait utiliser. Donc, en polonais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Boy, il parle de inversia, il utilise le mot inversia parfois, mais dans la plupart des cas, il parle de homosexualistes quand même, alors que Proust, il voulait à tout prix éviter ce mot. Le mot qui était, d'après lui, il le dit aussi dans une esquisse ou dans une lettre, je ne me rappelle plus, que c'est un mot tiré de l'allemand, en fait, très technique, très médical. Et inverti, d'ailleurs, ça vient aussi peut-être des traités allemands médicaux de l'époque, mais pour lui, non, c'est aussi une traduction, peu importe, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il utilise inversion, inversia. Pour moi, inversia, et à la limite, ça va encore, mais Boyle a très bien senti que Invertita, c'est un cauchemar, c'est un monstre. Invertita, Invertici, non, c'est inacceptable dans un roman, je dirais, même si ce mot apparaît en polonais parfois, par exemple dans la traduction de 3 théories de la vie sexuelle de Freud, mais dans la traduction contemporaine de Robert Leszke, il utilise là le mot invertita, invert parfois aussi. Mais ça m'a paru justement beaucoup trop technique, pas du tout approprié. Donc je cherchais, je pensais un homosexualiste non, inversia, invertita non, un gay bien évidemment non plus. Mais donc ce que je propose, je ne sais pas, c'est pas encore imprimé le volume, mais peut-être ça va changer si vous dites que c'est cauchemardesque, mais je me suis dit que en fait, je cherchais aussi, et Gide, n'est-ce pas? Gide, il utilise le mot qui est utilisé encore avant par Remy de Gourmont aussi, et qui apparaît aussi à l'époque chez un auteur allemand, Karl Ulrichs, qui le puise, qui le trouve chez Platon dans Le Banquet, en fait. Donc, il y a toute une filiation et qui est utilisée surtout en Angleterre par un groupe de poètes qui s'appelle par ce nom. Et ce mot, c'est uranisme, uranista. Oui. Et c'est aussi bizarre, c'est aussi rare, parce que invertie à l'époque de Proust au sens homosexuel, c'était aussi une invention complètement nouvelle. Et là, uranista, uranisme. Et en plus, contrairement à inversia, invertita, qui n'est pas répertorié par le Słownik Warszawski de Karłowicz, qui n'apparaît pas dans ce sens-là. Par contre, uranisme, ça apparaît, c'est skłonność opaczna, seksualna u mężczyzn. C'est ça la définition dans le dictionnaire de Karłowicz, que j'aime beaucoup utiliser quand je traduis la littérature de cette époque-là. Et donc, ça m'a paru suffisamment bizarre, étrange, peut-être une espèce de hommage un peu détourné aux inspirations anglaises de Proust. On sait bien qu'il s'est beaucoup inspiré de la littérature anglaise, de Ruskin, de Wilde, de George Eliot, Arthur Symons et beaucoup d'autres. Donc, je me suis dit que peut-être, et bien sûr, les rédacteurs me disent, mais il faut l'expliquer, il faut donner une note parce que uranisme, personne ne va comprendre. Et je dis non, je ne veux pas de notes, qu'on cherche, peut-être quelques personnes vont l'apprécier, je ne sais pas. Voilà, donc il y a donc toutes sortes de problèmes. J'avais beaucoup de mal avec le vocabulaire héraldique aussi, parce que j'ai essayé de faire des recherches moi-même, d'autant plus que Boy a un peu simplifié ces passages consacrés aux armoiries, etc. Et là, je sens que Proust parodie aussi ce discours héraldique. Donc, j'ai essayé un peu de le mettre en valeur en parlant de tinctura, je ne sais plus quoi, toutes sortes de mots qui ne sont plus compris, bien sûr, aujourd'hui, mais bon. Voilà. Je te remercie beaucoup. Justement, j'ai fait ce que tu disais à propos de la traduction de Boy, m'a fait penser à mon expérience personnelle. Au début du siècle, on m'a
proposait disons, de faire une édition critique des Femmes monnayeurs de Gide. Et là, j'ai rencontré la traduction de Jaroslav et de Helena Ivashkiewicz, qui m'a semblé horrible. Mais quand j'ai commencé à proposer ma propre traduction, il me semblait que la mienne ne rendait pas le parfum de l'époque. Quand même, les Ivashkiewicz, c'était la langue de l'entre-deux-guerres, voilà. Et puis, une toute petite expérience que j'avais faite encore au XXe siècle, à savoir, je faisais la traduction du dictionnaire de la littérature française et francophone qui n'est pas sorti, finalement, et il y avait là un long article d'une vingtaine de pages sur Montaigne, sur les essais de Montaigne. Alors, je me suis dit, mais la traduction de Boy est incompréhensible. Alors, j'ai essayé de faire la mienne, qui s'est avérée, disons, à la fin, plate, mais plate. Et j'ai abandonné mon projet en revenant à la traduction de Boy. Je te remercie beaucoup. Je vous remercie. Je m'excuse d'avoir pris la parole un peu trop longtemps. Merci, Christophe. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui, Anita peut-être commencer parce que Anya, tu as déjà parlé, donc ce sera à Anita d'abord. Merci beaucoup. C'est juste pour intervenir, d'abord pour te féliciter, Thomas, d'avoir choisi Uranisme. Je crois que ça se défend. Tu l'as déjà expliqué. Pardon? Ça me rassure ce que tu dis. Parce tout à fait. Non. Parfois, au milieu de la nuit, j'ai une panique, justement. Mais non, ça ne peut pas être uranisme. Non, il faut changer. Mais peut-être, oui. Je comprends. Bon, le mot existait, il était utilisé. Donc, il y a bien sûr cette question pourquoi Proust ne l'a pas pris, n'est-ce pas? Mais je pense qu'entre Uranista et Invertita, oui, le choix est bon. Et l'autre chose, une petite chose, je suis parfaitement d'accord sur tes remarques, sur ta défense de Boy, parce que vraiment, c'est impayable, hein, ce langage, le choix du vocabulaire, le sens qu'il a. Mais bien sûr, il faut revenir aux phrases proustiennes et à cette explication de Boy, pourquoi il les a coupées, du moins parfois, et comme quoi c'était impossible et que c'était vraiment contre ce que j'ai jamais, mais absolument jamais compris, contre la grammaire polonaise, etc. C'est un peu le sens de ce qu'il dit, n'est-ce pas? Et pour moi, c'est absolument inexplicable. Donc, explique cette partie, s'il te plaît. Défends Boy encore, si possible. Oui. Merci, Anita. Oui. Non. Et si tu pouvais expliquer pourquoi Boy a cru inévitable de couper certaines phrases proustiennes. Je pense que, parce que là, aujourd'hui, c'est notre, disons, conscience de traducteur, n'est-ce pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et bien sûr, la règle de ne pas couper les phrases de l'original, c'est une des règles obligatoire, vraiment plus obligatoire que les autres. Mais je crois qu'à l'époque, on n'avait pas cette... ce n'était pas comme ça, c'est-à-dire que pour Boy, je crois que quand même le principe de lisibilité était plus important que celui de garder vraiment la longueur des phrases proustiennes. Mais pour ce qui est de la longueur des phrases de Proust, c'est aussi devenu un mythe qui ne résiste pas toujours en fait à la réalité. Il y a quelques mois est paru un livre absolument formidable d'un auteur qui s'occupe de l'œuvre de Proust sur le plan vraiment sociologique, un auteur très sérieux, mais qui a fait aussi une sorte de livre illustré avec toutes sortes de diagrammes sur l'œuvre de Proust. Et là, je peux vous le montrer peut-être un moment. Je vais vous montrer la couverture parce que c'est
Ça, c'est un livre peut-être pour nos étudiants. Ça s'appelle le Proustographe. Le Proustographe. Et ça montre justement voilà, il y a toutes sortes d'informations en forme infographique, justement, les points, en fait, la ponctuation de Proust en infographie, la longueur des phrases en infographie, je sais pas, les plantes de Proust, etc. C'est formidable. Et là, il donne des informations, pas dans ce livre-là peut-être, mais dans un autre, justement, qui est tout simplement un livre scientifique. Là, il parle aussi des phrases proustiennes. D'ailleurs, il y avait une étude là-dessus faite il y a 2 ans, selon les méthodes statistiques contemporaines. Et là, il s'avère que, bien sûr, si on parle de Gide, par exemple, donc la phrase de Proust est en moyenne 2 fois plus longue que celle de Gide. Elle est un peu plus longue que celle de Bourget ou de France. Mais si on la compare avec la phrase des auteurs tels que Huysmans, par exemple, Barbey d'Aurevilly ou les frères Goncourt, il n'y a pas vraiment de différence. N'est-ce pas? En plus, cette phrase la plus longue, justement, dans ce début de Sodome et Gomorrhe, qui comporte 931 mots, mais elle est coupée par des points-virgules. Donc, oui, le fait qu'on a un point seulement, ce n'est pas vraiment important, n'est-ce pas? Donc, oui, bien sûr, parfois, Boy coupe sans justification, bien sûr, la phrase proustienne, mais ce n'est pas le péché le plus grave peut-être qu'on puisse commettre en traduisant Proust. Je sais pas. Merci. Bon, on a pratiquement épuisé le temps, mais Anya Majerczyk a levé la main avant, donc peut-être on va la laisser quand même à poser cette question. Oui, merci quand même. Voilà, la dernière question ou un petit paquet de questions, si vous me permettez. Alors, tout d'abord, quand est-ce qu'on aura le plaisir de lire ta traduction de Proust? En avril. En avril 2022, Sodome et Gomorrhe. En automne 2023, La prisonnière. Ok, merci. Alors, on attend avec impatience. Et qu'est-ce que tu penses de ce projet des éditions de confier chaque volume à un autre traducteur? Quelles répercussions ça pourra avoir sur la réception du cycle proustien? Et finalement, est-ce que tu as eu la possibilité de choisir le volume à traduire ou on t'a proposé celui-ci? Oui, donc tout d'abord, oui. La réception de la nouvelle traduction, je crois que ça n'existe presque pas, je dirais. C'est-à-dire, il y avait, je crois, une réception assez médiatisée de la nouvelle traduction du côté de chez Swan par Krystyna Rodowska, parce que oui, une nouvelle traduction de Proust, etc. Mais avec le deuxième volume, ça a perdu tout l'effet de nouveauté. Personne s'y est intéressé, je crois. Donc, dans la conscience des lecteurs, ça n'existe presque pas, je dirais, ce grand projet. Bien sûr, il serait mieux que ce soit un traducteur qui traduise tous les volumes, je crois. C'est le cas, par exemple, d'une nouvelle traduction apparemment très bonne en japonais. Pareil pour la traduction en néerlandais, je crois. Bon, c'est le projet de l'éditeur, n'est-ce pas, de Łukasz Urbaniak, de Officena, un grand passionné des lettres, y compris des lettres françaises. Et donc, je l'apprécie énormément. Je comprends aussi cette décision parce qu'il serait peut-être impossible, pour moi très difficile, de trouver aujourd'hui quelqu'un qui soit prêt à consacrer une quinzaine d'années de sa vie à la traduction d'un auteur de Proust, même si
Et je passe un peu à la deuxième partie de ta question. Après avoir traduit Sodome et Gomorrhe, j'ai parlé à Oukash et je lui ai dit, c'est dommage que tu aies proposé la suite à d'autres traducteurs parce que moi, je serais prête à le faire. Parce que c'est tellement envoûtant quand même. Et c'est comme une drogue, je vous l'avoue, franchement. Parce que moi, j'allais traduire seulement le 4e volume, Sodome et Gomorrhe. Mais comme certains, puis je dis ça à Oukash, ce que je viens de vous le dire, et puis quand des problèmes ont commencé avec le traducteur du volume suivant, La prisonnière, j'ai dit Oukash, écoute, peut-être. C'est ta chance. Donc, oui, donc je vais encore faire La prisonnière. Et je me réjouis tout en sachant que c'est une folie de ma part avec toutes les autres obligations que j'ai pour cette période-là, mais c'est une occasion à ne pas manquer. Je me suis dit, bon, voilà. Indépendamment du résultat, parce que moi, justement, j'ai l'impression pareille à celle dont Krzysztof vient de parler, c'est-à-dire que ce n'est plus un langage pour nous, en fait. Oui, je crois qu'on ne va pas dépasser la traduction de Boy, on va juste peut-être adapter un peu Proust à la langue polonaise d'aujourd'hui qui a beaucoup changé, n'est-ce pas, quand même, c'est presque 100 ans qui sont passés depuis la traduction de Boy. Donc, ça va peut-être être un peu plus accessible aux lecteurs d'aujourd'hui, même si on sait que presque personne va lire cette traduction nouvelle. Bon, donc, mais oui, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi le Sodome et Gomorrhe comme volume, on me l'a proposé. Merci beaucoup. Je laisse la parole à notre présidente, Bernadetta. Oui, merci beaucoup. Merci surtout à Tomáš pour cette Merci à vous. Excellente conférence. On a été vraiment tout au long de votre conférence, on était là, on suivait, on se posait des questions, on a surtout été inspirés, je pense. Et donc, je vous remercie énormément pour cette prestation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre patience, votre bienveillance, votre accueil, et par le fait que vous étiez vraiment là pendant 1h30 le samedi matin. Oui, je suis plein d'admiration pour vous toutes et tous. Merci. C'était bien de vous voir, de vous revoir après beaucoup de temps pour quelques-uns. Oui, moi je remercie aussi toutes les personnes qui se sont réunies aujourd'hui, qu'on a pu rencontrer, même si c'est toujours à distance, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, je suis vraiment heureuse de votre compagnie ce matin. Et donc, j'en profite pour vous inviter déjà à la conférence suivante, le 5 mars. Cette fois-ci, on va partir dans une discipline un peu différente, mais peut-être qui reste en lien parce que certains problèmes didactiques ont été évoqués également lors de cette conférence. Mais on sera pleinement et entièrement dans le champ de glottodidactique avec la conférence de Katarzyna Karpińska-Szaj. Et je vous lis le sujet, c'est les recherches sur la rééducation des troubles du langage et la glottodidactique, dialogue interdisciplinaire. Donc ça, c'est le 5 mars. Et ce qui nous attend, c'est bien sûr Noël. Donc, on va doucement quitter l'ambiance de Sodome et Gomorrhe pour cheminer lentement mais assurément vers Bethléem. Et donc, je vous souhaite, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, un très joyeux Noël et vraiment de très belles fêtes et tout le bonheur pour l'année 2022. Je vous remercie de tout cœur et au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci. À la prochaine. Joyeux Noël. Joyeux Noël, tout à fait. Oui. Et bonne année aussi. Oui. Sans pandémie.
oublier la pandémie. Oui. Et c'est quoi la pandémie? Voilà. Un grand merci. Oui. On peut arrêter, je pense, l'enregistrement. Oui, l'enregistrement, je pense, oui aussi, voilà.